Bonsoir. Je suis très heureuse d'être avec vous ce soir et de venir soutenir Éric Piolle et l'ensemble des candidates et des candidats sur la liste de Grenoble en commun. Très heureuse parce que j'ai en mémoire en 2014, je ne connaissais pas Éric, je ne l'avais jamais rencontré. Et il y a eu cette mesure, une des premières mesures qui a été prise à Grenoble, dont on a beaucoup parlé, qui était une mesure symbolique. L'affichage publicitaire allait disparaître des rues de la ville de Grenoble. Et c'est la première fois que j'ai entendu parler de votre municipalité, de cette nouvelle municipalité, et je me suis dit qu'il y avait là quelque chose de symbolique, de très fort. C'était un message où on disait on sort de ce consumérisme fou et on essaye d'avoir une ville dans laquelle les imaginaires vont trouver à se déployer avec autre chose que l'idée qu'on achète. Et à partir de là, j'ai commencé à m'intéresser à la ville de Grenoble et à ses potentialités. Et en fait, ce que je crois profondément, c'est que ce qu'on est en train d'essayer d'inventer aujourd'hui, c'est des villes avec un nouveau tout qui incarne la transformation sociale et écologiste du XXIe siècle. Et Grenoble en fait partie. Vous connaissez, comme moi, toutes et tous, sans doute, quelqu'un qui dit « j'ai grandi dans une ville communiste ». Et quelqu'un qui dit « j'ai grandi dans une ville communiste », on voit à peu près à quoi ressemble la ville. C'est-à-dire c'était en général des villes dans lesquelles il y avait des colonies de vacances, des MJC. C'est un univers dans lequel on peut identifier ce qu'était une ville communiste. Ce que nous avons inventé aujourd'hui, avec les élections municipales aujourd'hui, c'est quelle est la ville dans laquelle vont grandir celles et ceux qui sont attachés justement à cette émancipation sociale et écologiste. Et je crois que ça se dessine à Grenoble comme ailleurs. En gros, ce sont des villes, je les brasse à grands traits, dans lesquelles il n'y aurait pas de pub. Ce sont des villes qui se battent contre l'austérité budgétaire. Ce sont des villes dans lesquelles il y a des pistes cyclables. J'ai vu qu'il y avait des chronocycles, c'est ça? Ici, j'ai pris tout à l'heure cette autoroute, il ne faut pas appeler ça autoroute, avec le vélo, je trouve ça magnifique, donc où il y a beaucoup de pistes cyclables. Ce sont des villes dans lesquelles il y a des régies publiques de l'eau. Et pourquoi pas aussi une gestion publique des parkings, je crois que c'est dans le programme d'Éric Piolle. Ce sont des villes dans lesquelles la culture et le sport sont tout à fait fondamentales. Ce sont des villes dans lesquelles la démocratie locale n'est pas un vain mot, mais essaie de se développer chaque jour. Je pense qu'on a des exemples comme ça, un peu nombreux, qu'on est en train d'inventer et de mettre en situation. Pour moi, ce sont aussi des villes, par exemple, dans lesquelles il y aurait des recycleries, parce que l'idée de recycler aujourd'hui et de ne pas jeter est tout à fait fondamentale dans le monde qu'on a envie d'inventer. Et si on a ces expériences locales, elles sont évidemment une base pour inventer le nouveau tout à l'échelle nationale et à l'échelle internationale. Donc il y a un écho entre ce qui peut s'inventer à Grenoble et ce que l'on a à inventer à l'échelle nationale et internationale. Alors je pense en particulier évidemment à l'échelle nationale parce qu'on n'est pas dans un contexte qui est un contexte d'eau tranquille. On est dans un moment qui est un moment d'urgence politique, de gravité politique. D'abord parce que nous sommes confrontés à un pouvoir qui est au service des hyper riches, d'un tout petit nombre de la population, qui a décidé, François l'a dit tout à l'heure et c'est fondamental, au début de sa mandature et qu'il l'a marqué comme ça, qu'il allait donner des milliards pour les plus riches et qu'il allait enlever des poches du grand nombre, 5 € pour les APL ou alors augmenter la CSG pour les plus anciens. Et je pense qu'à partir de là, on a vu le visage de cette Macronie qui est une Macronie hyper libérale, hyper austère, mais peut-être qu'on n'a pas vu immédiatement qu'elle avait aussi un autre revers, cette Macronie, c'est son autoritarisme. Alors peut-être parce que Emmanuel Macron, il a un visage qui a l'air comme ça assez sympathique. Non, ça y est, maintenant on le connaît. Je parle d'avant qu'il soit élu. Je pense qu'il y en a qui ont pensé qu'il serait certes libéral, mais que sur le plan économique, on ne pouvait pas faire grand-chose. Mais je ne crois pas qu'ils aient vu l'ampleur du visage autoritaire d'Emmanuel Macron et de la Macronie. Je ne pense pas qu'ils ont imaginé qu'en France, on pouvait se dire qu'on n'était pas capable d'accueillir l'Aquarius. Ça a été ça, la France, sous Emmanuel Macron, incapable d'accueillir l'Aquarius. C'est une France qui a voté une loi, je pense à la loi Asile-Immigration, où on a discuté dans l'Assemblée nationale pendant plusieurs semaines de savoir comment on allait incarcérer des enfants encore plus nombreux, ou alors comment on allait faire des tests osseux pour savoir quel âge ils avaient et si on allait pouvoir leur donner ou pas l'autorisation de rester en France. On a un pouvoir en place qui a violenté les Gilets jaunes, qui a légitimé les violences policières dans notre pays, qui a encore samedi dernier s'en est pris à des militantes féministes,
Des militantes féministes parce qu'elles n'étaient pas dans le tracé. Non mais sans rire. Elles étaient sorties du tracé. Elles étaient dans le métro. Et ils les ont poursuivies. Et le pouvoir en face ne fait rien. Et attention, moi je le dis avec beaucoup de solennité, c'est les policiers aussi qui mettent en danger avec ça. Qu'est-ce que c'est que ces façons de faire? D'accepter qu'il y ait une minorité de policiers qui fracassent et qui disent des choses inadmissibles à des féministes et le pouvoir en place ne dit rien, il laisse faire, il légitime. C'est extrêmement grave. Et évidemment, avec tout ça, on a le bouquet magnifique des derniers temps avec la loi retraite. Alors la loi retraite, je vais être très bref sur la loi retraite, je pourrais vous en parler pendant des heures parce qu'on y a passé du temps dans l'hémicycle à essayer de leur faire entendre raison. Ça a été très compliqué. 65 articles. On n'est pas arrivé très loin dans la commission. On leur a fait manger la poussière. On n'a pas arrêté. On les a inondés. Mais enfin, on a soulevé des lièvres quand même. Donc, vous avez compris le système. Le régime par points, c'est simple. D'abord, il y a un élément fondamental qu'il faut retenir. C'est qu'on ne va plus calculer vos retraites à partir des 25 meilleures années dans le privé et des 6 meilleurs mois pour la fonction publique. On va le calculer sur l'ensemble de votre retraite, de votre carrière. Et à partir de là, franchement, c'est pas compliqué d'imaginer que nécessairement vous allez y perdre. Évidemment que vous allez y perdre. Si vous ne calculez plus sur les meilleures années, mais que vous calculez sur le tout. Et qui va y perdre en particulier? Les femmes, les grandes gagnantes, la bonne blague. Évidemment que celles et ceux, mais ce sont surtout des femmes, mais pas que, qui ont des carrières hachées, qui se sont arrêtées, qui ont des bas salaires, évidemment que c'est ceux-là qui vont y perdre. La pénibilité, allez hop, on s'en fiche. On met ça dans les vieilles histoires au nom de la prétendue universalité du régime qui a suscité essentiellement l'universalité des colères. C'est ça la réalité de leur loi. C'est l'universalité des colères dans le pays qui a été suscitée. Et comme ils n'ont rien voulu entendre, ni vous, ni nous, ni le Conseil d'État, ni personne, ils ont décidé seuls et ils sont terminés par le fameux 49.3, fermé, allez hop, on ferme boutique, on utilise le pire de la Ve République et on renvoie tout le monde chez soi. Mais les gens qui ont manifesté pendant quand même très longtemps, et c'est dur de manifester parce qu'on perd des joues de salaire et que les gens, au bout d'un moment, ils n'en peuvent plus. 1 semaine, 2 semaines, 5 semaines, on ne peut plus tenir. On ne sait plus par quel bout le prendre. Nous, on a essayé de prendre une forme de relais à l'Assemblée. Et puis, il faut que ça retourne dans la rue pour essayer de les faire canner. Mais vous voyez bien la dureté du pouvoir en place. Il n'écoute strictement rien à cette volonté populaire. Il est arc-bouté dans sa logique. Et je voudrais vraiment que vous entendiez bien ça, c'est que le libéralisme économique est l'ennemi de la liberté. C'est l'ennemi absolu de la liberté. Et moi, je suis dans une colère monstre, mais monstre, de voir que ce mot-là même de liberté, ils essaient de nous le prendre. Mais comment est-ce qu'on peut être libre quand on n'a pas de toit sur la tête, quand on n'a pas de quoi manger, quand on n'a pas accès à la santé, quand on n'a pas accès à la culture? On n'est pas un être libre. C'est faux. Alors, nous sommes les véritables défenseurs de la liberté. Et j'aimerais vraiment que vous l'ayez bien en tête. Et depuis Thatcher, on le sait, depuis Margaret Thatcher, à chaque fois qu'on a eu des gouvernements ultralibéraux, néolibéraux, vous les appelez comme vous voulez, qui s'accompagnent d'austérité budgétaire, c'est-à-dire, hop, on coupe les services publics, tout ce qui est de l'ordre du bien commun. À chaque fois, il y a eu du contrôle social accru et de l'autoritarisme. Parce que contrairement à ce qu'on nous a raconté, ça va ensemble, ça va de pair. Et nous, ce qu'on veut, c'est exactement l'inverse. On veut contraindre le libéralisme économique et la financiarisation de l'économie et on veut accroître les droits et les libertés. C'est le modèle exactement inverse que nous voulons prôner. Et je vous parlais de l'urgence. Je vous parlais de l'urgence parce que le problème, c'est qu'il y a ce pouvoir en place. Et les gens, ils sont en colère. Et ils nourrissent de la haine. Et ils nourrissent aussi du ressentiment. Et qu'il y a quelqu'un qui est en train d'attendre, c'est Marine Le Pen et l'extrême droite. Et elle pense qu'elle va engranger le profit de ce ressentiment et de cette haine. Et je nous mets en garde collectivement, parce que le danger, il existe. Et que l'histoire est là aussi pour nous le rappeler. En 1938, il y a un certain monsieur Daladier qui est arrivé au pouvoir. Il était prétendu, un peu comme Macron, être celui qui allait empêcher le fascisme d'arriver. Il avait bon teint, comme ça, etc. Il a mené une politique d'austérité. Il a pénalisé les mobilisations sociales, fortement. Il a libéralisé l'économie. C'est même cette année-là qu'arrive le mot néolibéralisme en France, en 1938.
Et vous connaissez la suite de l'histoire, évidemment qu'il n'a rien arrêté du fascisme. Alors moi, je dis que l'histoire ne se répète pas toujours, mais qu'il faut en garder une certaine conscience. Et que le pouvoir en place, il joue avec le feu. Mais nous avons une responsabilité. Nous avons une responsabilité. Parce qu'il faut casser ce duopole Macron-Le Pen. C'est notre responsabilité que de le casser. Et pour le casser, mes chers amis, il faut qu'on arrive à tracer ensemble un nouveau chemin. À mon avis, il sera social et écologiste ou il ne sera pas. Et il sera un alliage entre des forces politiques constituées et un élan citoyen où il ne sera pas. Ce sont les deux conditions indispensables pour arriver à mettre sur pied l'espérance du XXIe siècle qui sera capable de soulever les montagnes, de fédérer, d'agréger dans le pays et donc de nous hisser vers la victoire et de déjouer ce duopole extrêmement dangereux, Macron-Le Pen, parce que nous n'en voulons pas. Nous n'en voulons pas. Et ma conviction est qu'il y a des millions de gens en France qui ne veulent ni de l'un ni de l'autre et qui attendent de nous que nous soyons capables d'apporter et de hisser cette espérance sociale et écologiste. Je termine donc. Voilà, elle est là l'alternative. Bon. Alors peut-être que ça démarre à Grenoble parce que vous m'avez l'air chaud bouillant pour le faire. Et je termine là-dessus, je termine juste là-dessus en vous disant que c'est pourquoi dimanche, il faut un plébiscite pour la liste emmenée par Éric Piolle parce que ça donne de l'élan. Ça donne de l'élan à cette espérance de construire à l'échelle du pays cette réponse que nous attendons. Et je terminerai sur ces mots qui me tiennent vraiment à cœur, qui sont ceux d'Angela Davis. Les murs renversés deviennent des ponts, que chacune et chacun s'en souviennent bien et se souviennent aussi qu'en ce moment, ce qu'il faut faire, vous le savez, on se lève et on se soulève. Je compte sur vous.